Liaison chimique. Pourquoi les atomes se lient les uns aux autres? Voici le tableau périodique des éléments. Dans ce tableau, on peut voir tous les éléments qui constituent notre environnement. On peut y voir l'hydrogène, l'élément le plus répandu dans l'univers, l'hélium, l'oxygène, le carbone, le fer, l'uranium, etc. Ces éléments sont les éléments de base à partir desquels tout ce que vous voyez autour de vous est constitué. Par exemple, on peut voir le fer qui est un métal que vous connaissez, et sur l'image, on voit du fer qui est à l'état pur. C'est ce que vous voyez ici, ce sont des atomes de fer qui sont associés ensemble pour constituer ces objets que vous voyez. Mais dans la nature, il est rare qu'un élément se trouve sous cette forme-là. En général, les éléments se sont combinés ensemble pour former des molécules, donc des éléments qui sont des compositions de différents types d'atomes ou de plusieurs atomes du même type. Par exemple, le fer, dans la nature, est souvent combiné à l'oxygène. Pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, voilà la molécule de l'oxyde de fer, qui est constituée de 3 atomes d'oxygène et de 2 atomes de fer. C'est la rouille. Vous voyez que son aspect est très différent du fer et de l'oxygène. C'est une combinaison qui donne une molécule très différente du fer et de l'oxygène séparés. L'oxygène lui-même, dans l'atmosphère qui est constituée à peu près de 20% d'oxygène, n'est pas sous forme d'atomes isolés. L'oxygène qui se trouve dans l'atmosphère est sous forme de dioxygène, ça veut dire 2 atomes d'oxygène qui se sont combinés ensemble pour former une molécule d'oxygène. Donc, première chose qu'il faut constater, c'est qu'il est extrêmement rare, on va voir, il y a des situations où c'est comme ça, mais extrêmement rare de trouver des éléments qui sont sous forme atomique sans combinaison avec d'autres atomes. Par exemple, à gauche de l'écran, on voit une molécule de dioxygène, et vous voyez, il y a des traits qui relient ces 2 atomes d'oxygène. C'est ce qu'on appelle les liaisons entre atomes, les liaisons atomiques. Vous voyez, entre les 2 atomes d'oxygène, il y a 2 liaisons. Et dans les molécules d'oxyde de fer, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 liaisons qui sont représentées par ces petits traits simples. Alors, le but de notre cours ici, c'est, avant d'étudier les différents types de liaisons qui existent dans une molécule, déjà de comprendre quelles sont les règles de base qui permettent de comprendre ces liaisons. Selon quelles règles ces atomes se combinent ensemble. Vous voyez ces atomes comme étant des éléments de base comme dans une boîte de Lego. Les éléments de Lego se combinent selon un certain nombre de règles. On ne peut pas les combiner n'importe comment et c'est ça qu'il faut comprendre parce que ceci nous permet de comprendre l'extrême diversité des molécules qui sont des combinaisons de ces éléments-là. À partir de ces éléments qui sont dans le tableau périodique, on peut imaginer une quantité incroyable de molécules qui vont de simples molécules de dioxygène qu'on a vu tout à l'heure, ou de l'oxyde de fer, jusqu'à l'ADN qui constitue notre matériel génétique. Tout ce que vous voyez sont des combinaisons d'atomes reliés ensemble par des liaisons atomiques. Alors, avant de se lancer dans l'étude un peu plus détaillée de ces liaisons et des règles qui sont sous-jacentes à leur existence, je vais vous montrer un petit vidéo toute simple qui montre
euh, un événement qui s'est produit il y a presque un siècle. C'est l'histoire d'un dirigeable euh, qui a qui a subi une avarie et une catastrophe. Ce dirigeable, c'est le dirigeable Hindenburg, qui est un dirigeable allemand. Et quand, une année après son mise en service, en 1937, il a subi une avarie et ça s'est terminé par une catastrophe. Ce dirigeable a, a, a brûlé et en espace de quelques secondes, il a été complètement carbonisé. Vous voyez cet immense engin qui faisait la fierté de l'Allemagne nazie s'est réduit en cendres en espace d'une trentaine de secondes. Et on va prendre cet exemple très concret, bien que exceptionnel et dramatique, pour essayer de comprendre du point de vue chimique qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que cela a à voir avec les liaisons entre les atomes. Alors, voilà le dirigeable représenté par ce schéma. Ce dirigeable, pour qu'il puisse flotter dans l'air, est rempli par un gaz plus léger que l'air, qui est l'hydrogène. Vous étudierez, ou peut-être vous avez déjà étudié les forces d'Archimède qui expliquent pourquoi ce dirigeable pouvait flotter dans l'air, mais ce n'est pas le sujet de ce cours. Donc il est rempli d'hydrogène, qui est un gaz inflammable qui peut brûler facilement s'il est en présence de l'oxygène. Donc notre dirigeable est rempli d'hydrogène et dans l'atmosphère, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a à peu près 20% d'oxygène. Donc ces deux gaz sont l'un en face de l'autre, mais normalement, l'enveloppe du dirigeable qui sépare l'hydrogène de l'atmosphère, donc de l'oxygène dans l'atmosphère, empêche qu'une réaction de combustion puisse avoir lieu, que l'oxygène et l'hydrogène puissent se combiner ensemble. Alors, dans la vidéo qu'on a vue, il a dû avoir une avarie, un trou dans cette enveloppe, et une étincelle qui a permis à l'oxygène et l'hydrogène de se combiner pour ce qui a produit la catastrophe que vous avez vue. Alors regardons un peu plus en détail ce qui s'est passé du point de vue chimique. Alors, l'hydrogène, c'est le premier élément de notre tableau périodique. Et notre dirigeable était rempli de l'hydrogène sous forme de dihydrogène, deux atomes d'hydrogène reliés par une liaison. L'oxygène qui se trouve dans l'atmosphère, il est aussi sous forme de molécules d'oxygène, deux atomes d'oxygène reliés par deux liaisons. Qu'est-ce qui se passe quand on met en présence de l'hydrogène et de l'oxygène? Pour une molécule d'oxygène, O2, il faut deux molécules d'hydrogène et quand ils sont mis ensemble, et s'il y a une petite énergie, une petite étincelle au départ, ils vont changer de configuration. C'est comme si vous défaisiez les Legos et vous les rassembliez sous une autre forme qui est deux molécules d'eau. Comme vous avez pu le voir avec cette magnifique transition, cette combinaison dégage beaucoup d'énergie. Quand on mélange de l'oxygène et de l'hydrogène et que la combustion a lieu, il y a de l'énergie qui est libérée. Ben voilà, voilà ce qui s'est passé avec notre dirigeable. L'hydrogène qui était à l'intérieur s'est combiné à l'oxygène de l'atmosphère, ça a dégagé de l'énergie, c'est ça qui a créé la catastrophe. Regardons maintenant pourquoi, d'abord, l'hydrogène et l'oxygène se combinent ensemble, pourquoi l'oxygène il est sous forme de molécules d'oxygène, pourquoi l'hydrogène il est sous forme de molécules d'hydrogène, et quelles sont les règles de ces combinaisons qu'on vient de voir. La première règle qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle la règle d'octet. Une petite introduction pour dire comment on est arrivé à établir cette règle, et je vous dirai de quoi il s'agit. Différentes chimistes avaient déjà remarqué par le passé que si on regardait le tableau périodique des éléments, il y avait un certain nombre d'éléments qui sont tout à droite
de votre tableau, dans la dernière colonne, ce qu'on appelle les gaz nobles ou ce qu'on appelait avant les gaz rares. Ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont très peu réactifs. C'est des éléments stables. Ils ne se combinent pas facilement avec d'autres éléments. C'est un peu l'exception de ce que je vous ai dit au départ. Ce sont, à part tous les autres que vous voyez dans votre tableau, ceux-là, en général, on les trouve sous forme d'atomes isolés et pas sous forme de molécules. Prenons l'exemple, par exemple, du néon. Vous voyez, son numéro atomique est 10. Ça veut dire que le néon a 10 électrons autour de son noyau, répartis dans les différentes couches. Alors, dans la première couche, on ne peut positionner que 2 électrons, voilà 2, il reste encore 8 à positionner sur la deuxième couche. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, donc néon a 8 électrons dans sa couche externe, la couche qui sert pour créer des liaisons avec d'autres atomes. On va prendre un autre pour vous montrer que dans cette colonne, c'est presque toujours le cas. L'argon, son numéro atomique est 18. Il y a 18 électrons donc autour du noyau répartis sur les différentes couches. 2 dans le premier, 8 dans la deuxième, donc ça nous fait déjà 10. Il reste encore 8 autres qu'on va mettre dans la dernière couche. Donc vous voyez que l'argon, comme le néon, a 8 électrons dans sa dernière couche électronique. Ceci est vrai pour tous les éléments qui sont dans cette dernière colonne, à l'exception de l'hélium, dont le numéro atomique est de 2, donc il a 2 électrons en tout, et sa dernière couche, qui est la première couche électronique, il a 2 électrons. Bien. Alors, on a donc vu l'hélium avec 2 électrons dans sa dernière couche, qu'on représente dans la représentation de Lewis par un trait. Pardon, le néon. Si vous regardez le néon, il a dans sa dernière couche 4 doublés, 4 électrons, 8 électrons regroupés en 4 paires, et l'argon qui a la même configuration électronique dans sa dernière couche. On a dit tout à l'heure donc que ces éléments-là sont des atomes peu réactifs. Ils ne se combinent que difficilement. C'est ça qui a mis le plus à l'oreille d'un certain nombre de savants, en se disant, ces éléments semblent être satisfaits de leur situation. Ils ne cherchent pas des combinaisons avec d'autres. Et ceci est probablement dû au fait que leur dernière couche électronique est complète. Vous voyez, l'argon, le néon, ce serait le cas pour les autres, à part l'hélium, ils ont 8 électrons dans leur dernière couche, et ça leur confère une certaine stabilité. La seule exception, c'est l'hélium, mais on le comprend pourquoi. Lui, il n'a que 2 électrons, et cette dernière couche est complète aussi. Il n'a pas besoin d'avoir 8. Avec 2, il est satisfait. Maintenant, regardons les autres éléments. Par exemple, l'oxygène, qu'on a vu tout à l'heure. On a vu que l'oxygène peut facilement se combiner avec l'hydrogène. On a vu tout au début aussi que l'oxygène peut se combiner avec le fer pour faire de l'oxyde de fer. L'oxygène a une grande capacité de combinaison avec d'autres éléments. Si on regarde un atome d'oxygène dont le numéro atomique est 8, donc 8 électrons autour de son noyau, 2 dans la première couche et 6 dans la dernière couche. Si vous regardez, dans la dernière couche, il y a 2 paires et 2 électrons célibataires. C'est ce qu'on représente dans la représentation de Lewis par 2 traits et 2 points. Les 2 traits étant les doublés et les 2 points les électrons tout seuls. Donc on voit bien que l'oxygène n'a pas sa dernière couche complète. C'est une des raisons pour lesquelles l'oxygène va chercher à se combiner avec d'autres éléments
pour essayer de compléter sa dernière couche. Prenons un autre exemple, l'azote, qui est aussi un élément qui peut réagir avec d'autres atomes pour former des molécules, des liaisons entre atomes. Et si on le regarde, l'azote, dans sa dernière couche, il a un doublet et 3 électrons célibataires. Il n'est pas complet non plus. Il lui manque 3 électrons pour compléter sa dernière couche. Et prenons en dernier l'exemple d'hydrogène. On avait vu que l'hydrogène peut se combiner à l'oxygène, donc c'est un élément aussi réactif. Et l'hydrogène a un numéro atomique qui est de 1, donc il a un électron, sa dernière couche contient, qui est sa première couche en même temps, ne contient qu'un seul électron, donc il lui faudra encore un pour être comme l'hélium. Donc l'hydrogène n'a pas sa dernière couche complète. Donc, je répète, les éléments qui ont la dernière couche complète, les gaz rares ou les gaz nobles, sont des éléments peu réactifs. Les autres éléments qu'on a vus, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre, etc., je n'ai pas donné tous les exemples, eux, ils sont capables de créer des liens. Donc, les éléments qui sont ici à gauche, les gaz nobles, semblent être satisfaits de leur situation. Les éléments qui sont à droite semblent ne pas être satisfaits de leur situation. C'est une manière évidemment de parler. Hein. Ils ne sentent rien, ils n'ont aucune satisfaction ou quoi que ce soit. C'est une manière de parler. Et eux, ils vont chercher à se combiner avec d'autres éléments pour compléter leur dernière couche. C'est ce qu'on appelle la règle d'octet. La règle d'octet dit qu'un atome cherche à avoir 8 électrons dans sa couche périphérique, dans sa dernière couche. La seule exception, c'est l'hydrogène, que lui, pour l'hydrogène, 2 suffit. 2 électrons suffisent, c'est ce qu'on appelle règle de Dewey. Mais du point de vue de la logique, c'est la même histoire. Les atomes cherchent à avoir leur dernière couche complète, soit 8 ou 2 pour l'hydrogène et l'hélium, évidemment, que lui, il est complet, donc il n'a pas besoin de chercher quelque chose. Alors, essayons de montrer quelques exemples de l'application de cette règle d'octet dans les liaisons chimiques, dans les molécules. Prenons l'oxygène. On a vu, sa dernière couche contient que 6 électrons. 2 doublés et 2 électrons célibataires. Donc, l'oxygène, pour que la dernière couche d'un atome d'oxygène soit complète, il faut encore 2 autres électrons pour que ça fasse 8. Pour le moment, il n'en a que 6. Alors, la seule manière pour laquelle, une des manières pour lesquelles un atome va pouvoir compléter sa dernière couche, c'est de se combiner, s'associer avec d'autres atomes qui ont le même problème. Par exemple, un atome d'hydrogène. Vous voyez, l'hydrogène, il a un électron dans sa dernière couche, il lui faut encore un pour avoir la dernière couche complète. Donc, un atome d'hydrogène peut amener un électron et le mettre en combinaison avec l'oxygène. L'oxygène a besoin de 2 électrons, donc il faudrait 2 atomes d'hydrogène pour satisfaire les besoins de l'oxygène. Une liaison atomique, c'est la mise en commun de ces électrons. Regardez, on a pris un atome d'oxygène, on a combiné avec 2 atomes d'hydrogène. Ces petits traits que vous voyez qu'on voit dans la formulation de Lewis représentent les liaisons entre les atomes, la mise en commun d'électrons. L'oxygène amène 2 électrons et chaque hydrogène amène un seul électron. Regardons du point de vue de l'oxygène. Maintenant, l'oxygène a 8 électrons autour de lui dans sa dernière couche. C'est 6 électrons à lui et plus les 2 électrons amenés par les 2 hydrogènes. Il est satisfait. Il se trouve dans une situation plus stable qu'avant. Il en va de même pour les hydrogènes. Chaque atome d'hydrogène, maintenant, il est en association avec l'oxygène
et il a 2 électrons dans sa dernière couche. Bien qu'un des électrons soit un électron mis en commun. Il est dans une situation plus stable qu'auparavant. Il en va de même pour l'autre hydrogène. Ainsi, cette molécule que vous avez peut-être reconnue, 2 hydrogènes, 1 oxygène, H2O, c'est une molécule d'eau, représente une combinaison qui vont satisfaire à la fois l'oxygène et les 2 hydrogènes. Chacun va pouvoir disposer dans sa dernière couche d'un certain nombre d'électrons qui remplissent soit la règle d'octet, 8 électrons pour l'oxygène, soit la règle de Dewey pour les hydrogènes. Évidemment, on ne représente pas comme ça ces liaisons-là. Selon la représentation de Lewis, les liaisons atomiques sont représentées par des traits, chaque trait représentant la mise en commun d'un électron entre 2 atomes. On a dit au départ que l'hydrogène et l'oxygène étaient déjà sous forme de molécules, que l'hydrogène ne se trouvait pas tout seul, l'oxygène non plus. On a dit que l'hydrogène se trouve sous forme de dihydrogène, donc 2 atomes d'hydrogène qui sont associés ensemble, et l'oxygène sous forme de dioxygène, O2, donc 2 atomes d'oxygène liés ensemble. Donc il y avait déjà des liaisons avant même la recombinaison pour former de l'eau. Ces molécules respectent aussi la règle d'octet ou de Dewey. Regardez les 2 hydrogènes. En mettant ensemble leurs électrons externes, ils essayent de compléter leur dernière couche. Chaque atome, de son point de vue, a 2 électrons dans sa dernière couche. Ils ont mis en commun chacun un électron. Il en va de même pour l'oxygène. Si vous regardez, un atome d'oxygène a besoin de 2 électrons pour pouvoir être satisfait, pour avoir 8 électrons. Si on combine 2 atomes d'oxygène, nous avons 8 électrons dans la dernière couche de chacun de ces atomes. Donc 6 amenés par chacun, plus 2 mis en commun. Alors, donc ces molécules étaient déjà satisfaits. Ils avaient 8 électrons ou 2 électrons dans leur dernière couche. Pourquoi ils se sont recombinés? Pour former une molécule d'eau. Ça, c'est l'autre règle, en plus de règle de l'octet, qui explique pourquoi les atomes se combinent ensemble ou se combinent d'une manière ou d'une autre. L'idée, c'est qu'une molécule d'eau formée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène est plus stable. Il contient moins d'énergie, si vous voulez, que les molécules d'hydrogène et d'oxygène quand ils étaient séparés. Cette combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène a permis de diminuer l'énergie interne de ces éléments et se trouver dans une situation plus simple. Nous étudierons en détail cela plus tard dans ce qu'on appelle la thermochimie. Nous allons évidemment aussi étudier en détail les liaisons chimiques, mais ce que vous devez vous rappeler, c'est que les atomes se combinent ensemble pour essayer de compléter leur dernière couche, ce qu'on appelle la règle d'octet pour tous les éléments sauf l'hydrogène. L'hydrogène, lui, peut se satisfaire que de 2 électrons. Et en plus de ça, sachez que certaines combinaisons sont plus stables que d'autres. C'est pour ça qu'on peut imaginer que l'hydrogène sous forme moléculaire, qui est déjà satisfait, qui a 8 électrons, qui a 2 électrons dans son dernière couche, l'oxygène satisfait sous forme de dioxygène, 8 électrons dans la dernière couche, décide de changer de configuration et de se recombiner sous forme d'une molécule d'eau.